Bienvenue au cœur du crime, un podcast issu des archives d'Europe 1. Savez-vous que plus d'un tiers des crimes et délits commis en France sont traités par la gendarmerie nationale? Je m'appelle Yann Kermadec. Je suis commandant de gendarmerie. Je dirige une section de recherche dont la mission essentielle est une mission de police judiciaire. L'histoire que je vais vous raconter est une histoire vraie. Tous les faits sont réels et se sont déroulés en France. Seuls les noms des personnes et des lieux ont été changés. John Johnson sait qu'il lui faut tuer sa femme. Il le doit. C'est la seule chose décente qu'il puisse faire. Il lui doit ce minimum de considération. Le divorce est hors de question. Il n'a aucun motif. Marie est douce, jolie, agréable, et elle n'a jamais de sa vie regardé un autre homme. Pas une seule fois, dans toute leur vie conjugale, elle ne l'a agacé. Elle est une merveilleuse cuisinière et une excellente joueuse de bridge. Il semble regrettable d'avoir à la tuer, mais John ne va certainement pas lui infliger la honte de lui dire qu'il la quitte, alors qu'ils ont célébré leur 20e anniversaire de mariage 2 mois plus tôt et qu'ils se sont mutuellement félicités d'être le couple le plus heureux du monde. Avec du champagne rosé et devant une douzaine d'amis admiratifs, ils se sont jurés un amour éternel. Ils ont exprimé l'espoir que le destin leur soit clément et qu'il leur permette de mourir ensemble. Après cela, John ne peut pas tout simplement rejeter Marie. Lui jouer ce tour serait agir en goujat. Sans lui, Marie ne peut pas vivre. Bien sûr, il lui restera le magasin qui a prospéré depuis qu'elle l'a ouvert, mais elle n'est pas vraiment une femme d'affaires. L'intérêt de Marie, c'est lui, ce n'est pas le magasin. Elle a besoin de quelque chose d'autre que la boutique pour donner un sens à son existence. S'il divorce, elle n'aura personne pour l'emmener au concert et au théâtre, plus de dîner en ville, sa distraction favorite. Aucun de leurs amis ne l'invitera sans lui. Seule et divorcée, elle sera rejetée dans la catégorie misérable des vieilles filles et des veuves qu'on invite au déjeuner plutôt qu'au dîner. Non. Il ne peut pas la condamner à une telle existence, bien qu'il ait la certitude que, s'il le lui demande, elle lui accordera le divorce. Elle est si conciliante et si accommodante, Marie. Non, il ne l'humiliera pas en la quittant. Elle mérite mieux, beaucoup mieux. Ah, si seulement il n'avait pas rencontré Laetitia pendant ce voyage d'affaires à Lexington. Mais comment regretter un tel miracle? Depuis 6 semaines qu'il connaît Laetitia, il s'est éveillé à la vie. Le quotidien avec Marie est empoisonnant en comparaison. Depuis sa rencontre avec Laetitia, il se sent comme un aveugle auquel la vue aurait été donnée, ou un sourd qui entendrait pour la première fois. Et la merveille, c'est que Laetitia l'aime, qu'elle est impatiente de l'épouser et libre de le faire, elle. Et elle l'attend. Et elle insiste, Laetitia. Chérie, il faut que tu parles à ta femme, insiste Laetitia quand ils se retrouvent à leur hôtel favori de Lexington. Tu dois prendre tes dispositions pour divorcer, tu le dois. Tu dois lui dire ce qu'il en est de nous. La voix de Laetitia est si musicale, si ensorceleuse, que John se sent comme hypnotisé. Mais comment révéler à Marie l'existence de Laetitia, se demande-t-il. Il a beau sans cesse se répéter des phrases dans sa tête, les retourner en tous sens, jamais il ne trouve celle qu'il osera prononcer devant Marie en étant sûr de ne pas la blesser. Juste au moment où il veut proposer à Laetitia de passer au bar, John aperçoit Chet Fleming qui entre dans l'hôtel et traverse le hall pour se diriger vers la réception. Mais que fait donc Chet Fleming à Lexington? Bon, c'est vrai que chacun est libre d'être où bon lui semble, et que le risque humiliant auquel les amants clandestins sont exposés, c'est de pouvoir être découverts n'importe où,
n'importe quand. En fait, ils ne sont en sécurité nulle part. En tout cas, Chet Fleming est bien la dernière personne que John souhaite rencontrer, et de loin, celle qui ébrutera le plus efficacement qu'il a vu John en compagnie d'une autre femme. Ce bavard le racontera à sa femme, et à ses amis, et à son médecin, et à son épicier, et à son banquier, et à son notaire. La rumeur ne manquera pas de parvenir à Marie, et son cœur en sera brisé. Non, vraiment, elle mérite mieux que ça. John se cache comme il peut derrière Laetitia, mais Chet s'attarde vraiment longtemps à la réception, et John ne veut pas tenter le diable plus longtemps. Il suffirait d'un coup d'œil pour que Chet le voie avec Laetitia. John marmonne une excuse incohérente et se faufile jusqu'au kiosque à journaux où il se cache derrière un magazine. Il attend patiemment que Chet en ait fini des formalités à remplir et qu'il ait disparu dans l'ascenseur qui le mènera vers sa chambre. Ouf! Ils lui ont échappé, mais de justesse. John ne veut prendre ni le risque de déplaire à Laetitia, ni celui de rabaisser leur liaison. Il doit faire quelque chose pour la rendre immédiatement définitive. Mais en même temps, il ne veut pas blesser Marie. Ce matin, des milliers de personnes ici aux États-Unis se sont levées qui seront mortes avant le soir. Pourquoi sa chère Marie ne serait-elle pas l'une d'elles? Pourquoi ne pourrait-elle pas mourir sans avoir à être assassinée? Quand John rejoint Laetitia et essaie d'expliquer sa panique, elle est calme, mais sa voix a ce ton péremptoire qui affole tellement John. « Chérie, cet incident prouve seulement ce que je t'ai dit tant de fois. Il n'est pas possible que tu attendes plus longtemps pour prévenir ta femme. Nous ne pouvons pas continuer ainsi et tu le sais très bien. » Oui, mon amour, tu as raison. Dès que je peux, je parle à Marie. Chérie, c'est tout de suite que tu dois lui parler. Sinon, c'est nous deux que tu mets en péril. Si John entrevoit quelle est la solution la plus respectable à ses yeux pour que Marie souffre le moins possible de leur séparation, il n'envisage pas un seul instant que Marie puisse, elle aussi, se sentir encombrée par la présence d'un mari trop parfait. Dans quelques instants, nous serons dans ses confidences. Il y a 2 mois, John et Mary Johnson ont célébré avec faste leurs 20 ans de mariage heureux et sans histoire. Mais le cours des choses a changé depuis que John, à l'occasion d'un voyage d'affaires, a rencontré Laetitia et qu'il est tombé éperdument amoureux d'elle. Le respect qu'il porte à son épouse, Marie, dont il doit obligatoirement se séparer, ne lui permet d'envisager qu'une seule solution: l'envoyer dans l'au-delà où elle ne risquera pas de souffrir de son statut de femme répudiée. Mais qu'en est-il de Mary Johnson? Chose étrange, Mary Johnson, elle, semble être dans le même embarras que son John de Marie. Elle n'avait pourtant aucunement l'intention de tomber amoureuse, d'autant plus qu'elle était persuadée que jamais elle ne rencontrerait un homme plus merveilleux que John. Comme elle était naïve avant que Kenneth n'entre dans son magasin ce matin-là pour demander si elle avait un buste de Molière. Bien sûr qu'elle a un buste de Molière, sans parler de ceux de Bach, de Beethoven, de Hugo, de Shakespeare, de Goethe. Elle en a même certains en différentes tailles. Quand il est entré dans la boutique, Kenneth s'est présenté, alors que ce n'est en général pas l'habitude des clients. En retour, elle lui a donné son nom. Et ce n'est qu'au bout d'un moment qu'elle a réalisé avoir affaire au décorateur le plus célèbre de la ville. « Franchement, dit Kenneth, je ne voudrais pas qu'on me trouve mort avec ce buste de Molière dans les bras. Voilà assurément un objet qui contribuera à enlaidir un peu plus la pièce, mais ma cliente insiste pour l'avoir. Cela vous ennuierait si je regardais ce que vous avez d'autre ?» Et Marie lui fait visiter toute la boutique. Plus tard,
Elle essaiera de se rappeler l'instant précis où ils sont tombés amoureux. Toute cette matinée, la première, il l'a passée là, dans le magasin, à fureter. Et vers midi, il a semblé plus particulièrement attiré par une petite pièce dans l'arrière-boutique, tout en désordre et remplie d'armures, de mannequins, de perroquets, de chapeaux de toutes sortes. À un moment, il a saisi un bicorne qui lui a posé sur la tête, puis il l'a saisie, elle. « Oh, mais que faites-vous, mon Dieu, si un client entre ?» Eh bien, si un client entre, vous le laisserez chercher à son aise les trésors que recèle votre boutique. Elle ne peut croire que c'est arrivé, mais c'est arrivé. Depuis ce jour, au lieu de se sentir seule quand John part en voyage, elle attend presque avec impatience le moment où celui-ci lui annoncera qu'il ne rentrera pas avant le lendemain, en même temps qu'il lui dépose sur le front cet habituel baiser chaste et antiseptique. La petite pièce remplie d'armures, de perroquets, de bustes et de chapeaux est devenue le discret lieu de rendez-vous de Mary et Kenneth. Ils y ont ajouté un canapé pour la rendre plus hospitalière. Un jour, une voix leur parvient. C'est vrai qu'ils étaient vraiment trop absorbés pour entendre les clochettes tinter quand quelqu'un a poussé la porte. « Madame Johnson, où êtes-vous? Vous pouvez venir, s'il vous plaît ?» Marie sort du noir pour accueillir la cliente. Elle tente d'arranger le désordre de sa coiffure. Elle sait qu'elle est toute barbouillée de rouge à lèvres. La cliente est Madame Bryan, la commère la plus accomplie de la ville. Madame Bryan répandra vite le bruit que Mary Johnson se conduit de façon scandaleuse dans son magasin. Maintenant, John va sûrement apprendre la vérité. Heureusement, Madame Bryan est préoccupée. Elle est en proie à un accès de passion pour le style hollando-pennsylvanien et veut voir les barattes et les coffres de mariage. Encore une chance qu'elle était toquée de son artisanat, dira plus tard Kenneth à Marie, sans qu'il se sente pour autant rassuré. Je t'aime profondément, Marie, et honorablement. J'ai des raisons de penser que tu m'aimes aussi. Je suis néanmoins fatigué de cette situation. Je ne la supporterai pas davantage, entends-tu? Nous devons nous marier. Dis à ton mari que tu veux divorcer. Kenneth continue à parler de divorce comme si un divorce n'était rien du tout, pas plus difficile à arranger qu'un rendez-vous chez le dentiste. Mais comment peut-elle divorcer d'un homme qui a été aimant, bon et fidèle pendant 20 ans? Oh, si seulement John pouvait mourir. Pourquoi ne pourrait-il pas avoir une crise cardiaque? Tous les jours, des milliers d'hommes meurent d'une crise cardiaque. Pourquoi son cher John ne pourrait-il pas mourir subitement? Ça simplifierait tout. Même la sonnerie du téléphone paraît agressive à Marie quand elle répond. Kenneth, à l'autre bout du fil, est dans tous ses états. « Bon Dieu, Marie, cet après-midi a été ridicule, c'était insultant. Je ne me cacherai plus, je ne me dissimulerai plus derrière des portes pendant que tu fouilles tout autour en montrant des barattes à une cliente. Nous devons nous marier au plus vite. » Oui, mon chéri, mais sois patient. Marie, je n'ai été que trop patient. Je n'attendrai pas plus longtemps. Elle sait ce qu'il entend par là. Si elle perd Kenneth, la vie sera finie pour elle. Elle n'a jamais ressenti cela à propos de John. Ce cher John, comment pourrait-elle le rejeter? Il est en pleine force de l'âge. Au bas mot, il peut encore vivre plusieurs dizaines d'années. Toute son existence est centrée sur elle. Il ne vit que pour lui donner du bonheur. Ils n'ont que des amis mariés. Si elle le quitte, John sera condamné à une vie de solitude. Une seule conclusion est possible. Elle doit penser à une solution douce, rapide, efficace et propre de se débarrasser de John. Et vite. John n'a jamais vu Marie plus jolie que ce soir-là quand il rentre de voyage. Pendant un quart de seconde, il ne désire rien d'autre que vivre avec elle. Puis, il pense à Laetitia et cette pensée le convainc que rien de ce qui les réunira ne peut être criminel.
Il doit accomplir ce qu'il a décidé. Il doit tuer Marie d'une manière aussi élégante que possible, et ce soir même. Entre-temps, il se régalera avec le dîner qu'elle lui a préparé, délicieux comme d'habitude. La simple politesse l'exige, et d'ailleurs, il meurt de faim. Oui, il aura à accomplir le meurtre dès qu'ils seront sortis de table. Faire des plans pour la mort de son épouse tout en dégustant son soufflé au fromage si moelleux semble un peu sans cœur, mais John n'a certainement pas l'intention d'être cruel. Il ne sait pas exactement comment il va assassiner Marie. Peut-être qu'en réussissant à l'entraîner dans la boutique, il pourra arranger quelque chose là-bas au fond, là où sont regroupés des bustes. Marie lui sourit et lui tend une tasse de café. « J'ai pensé qu'après un si long voyage, tu aurais besoin d'une bonne tasse de café, chérie. »« Oui, en effet, j'en ai grand besoin, merci mon trésor. Tu es vraiment la plus attentionnée des épouses. » Juste au moment où John va porter la tasse à ses lèvres, il regarde Marie de l'autre côté de la table. Elle a une expression bizarre, et cela le surprend. Oh, c'est sans doute parce qu'ils ont été tellement proches durant toutes ces années qu'elle pressent que quelque chose va changer. Elle doit savoir ce qu'il projette. Puis, elle sourit du sourire radieux qu'elle lui a toujours adressé depuis leur lune de miel. Bien. Tout va bien. « Oh, mon chéri !» dit-elle. « Excuse-moi un instant, je viens de me rappeler qu'il faut absolument que je téléphone à un client, mais son numéro est resté au magasin. À tout de suite, bois ton café avant qu'il ne soit froid. » Elle sort rapidement de la salle à manger, traverse le hall et entre dans le magasin, mais, contrairement à ce qu'elle lui a dit, elle ne revient pas aussitôt. Au bout d'un moment, John décide d'aller rejoindre Marie au milieu de son capharnaüm. Elle ne l'entend pas entrer. Il la trouve au milieu de la pièce, assise sur un sofa empire. Derrière elle, il y a une armoire sur laquelle sont juchés quelques bustes massifs posés sur leur socle. Grand Dieu, c'est bien ce qu'il a supposé. Elle a lu dans ses pensées. Ses épaules se soulèvent, elle sanglote. Elle sait que leur vie commune se termine. Puis John change d'avis. Il se peut tout aussi bien qu'elle soit en train de rire. Si elle riait toute seule, ses épaules se soulèveraient de la même façon. Mais qu'elle soit en train de rire ou de sangloter, ça n'est pas le moment d'émettre des hypothèses sur son humeur. L'occasion est beaucoup trop belle pour la laisser passer. La tête penchée ainsi, elle se trouve exactement dans la trajectoire du buste de Corneille. John n'a qu'à pousser légèrement pour que la statue heurte son crâne. Cela ne demande qu'un tout petit geste. Il veut pousser le buste, mais son bras refuse d'exécuter l'ordre que lui intime son cerveau. Mais ce bras lui semble horriblement lourd. Tout à coup, une sueur froide en même temps qu'une sensation de fièvre le parcourt jusqu'à la moelle. Jamais il n'a éprouvé une telle pesanteur. John ne sait si le trouble qui l'envahit est dû à l'émotion de quitter Marie ou s'il est pris d'un malaise physique. Son cœur lui fait atrocement mal. Sa poitrine se serre comme sous la pression d'un étau. Après un effort de concentration, il parvient à pousser suffisamment le buste pour le mettre en déséquilibre et le faire basculer. Du même coup, la force qu'il a mis dans ce mouvement l'entraîne et le fait tomber tête en avant sur le canapé. Le choc du buste projette Marie par terre. Le marbre lui écrase les vertèbres cervicales. Les regards de John et Marie s'accrochent, traversés par une soudaine lucidité. Au bout d'un long moment, et sans quitter John des yeux, Marie murmure « Nos 20 ans de mariage, tu te souviens? Finir notre vie ensemble. Nous voulions finir notre vie ensemble. Sans le savoir, c'est ce jour-là que nous avons scellé notre destin. Et même si ce n'était plus l'amour qui nous liait, nous nous sommes rendus inséparables, à jamais. » Les derniers mots de Marie s'éteignent
alors qu'elle sent la main froide de John se poser sur la sienne. Vous venez d'écouter Au cœur du crime, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation Julien Tarot. Production Estelle Lafont. Patrimoine sonore Sylvaine Denis, Laetitia Casanova et Antoine Reclus. Promotion Marie Corpet. Au cœur du crime est disponible sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi l'épisode suivant en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute.